familles heureuses se ressemblent toutes. J'avais 20 ans. Les familles malheureuses... C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire. Ça a débuté comme ça. Chen tenterait-il de lever la moustiquaire? Longtemps, frapperait-il au travers? Ou peut-être hier, je ne sais pas. C'était à Mégara, La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, dans les jardins d'Amilcar. il la trouva franchement laide. Sandrine Trainer, Augustin Trapenard, Les Bonnes Feuilles. La chance me sourit. Et la chance elle-même n'a pas un sourire aussi radieux que le mien. Ça a coûté un bras à mes parents, mais ils ont plus de bras qu'un dieu hindou. L'ablation fut sans douleur. Vous avez sans doute été ébloui par la blancheur de cette dentition dans un spot publicitaire pour une marque de dentifrice ou, plus récemment, pour une voiture de luxe. Ma vie entière est une publicité pour une voiture silencieuse avec intérieur cuir. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Des caisses, j'en ai plus d'une, et des femmes, j'en ai des caisses. J'enfile les perles les unes à la suite des autres. À ce rythme-là, je pourrais bientôt fournir les vendeurs de colliers qui arpentent les plages du monde entier. Je les enchaîne, au radiateur parfois, quand je ne sais plus quoi faire pour m'exciter. Toutes ces belles plantes mangeuses de salade se laissent cueillir comme des fruits mûrs et, devant tant de facilité, tout semble fade. C'est à s'en éprendre de sade. Il y a les comédiennes débutantes qui rêvent d'un coup de piston, au propre comme au figuré. Les belles anonymes type serveuse ou caissière qui espèrent un scénario à la Pretty Woman. Les lycéennes prêtes à tout et les vieilles qui ont soif de sang neuf. Toutes pareillement offertes, enrobées dans un beau paquet cadeau avec un gros nœud en bolduc. Les yeux humides d'amour. L'amour, autant dire l'argent, le pouvoir et l'audi. Plus de 50% des gens fantasment plus sur l'argent que sur le sexe. Avoir des couilles en or et éjaculer des paillettes. Je partage mon lit et l'affiche d'un blockbuster avec une actrice en vogue qui fait la couverture du magazine éponyme. Une affaire conclue à la suite d'un premier dîner galant, tous deux installés de part et d'autre d'une petite table ornée d'un bouquet de fleurs design et d'une bougie pour l'ambiance, réservée par nos agents respectifs. Les relations entre acteurs sont monnaie courante parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et joue au génie, tu le deviendras. Ainsi, à force de faire semblant de tomber amoureux, on finit par tomber dans le panneau. Reste que ces idylles sont, pour la plupart, éphémères. Un film vous réunit, tous les suivants vous séparent, vous envoyant tourner chacun de votre côté. On se console comme on peut, on se prend au jeu, tout passe, tout casse, tout lasse. Et tout se remplace. Les acteurs sont bien placés pour le savoir, personne n'est irremplaçable. Il faut être amoureux pour penser le contraire. Les histoires d'amour finissent toujours par une boîte de mouchoirs, un pour les larmes et tout le reste pour la branlette. Moi, les mouchoirs, c'est surtout quand je suis enrhumée, j'ai toujours été bien accompagnée. Une Rolex au poignet, une sex-bombe au bras, une bouteille de sipping tequila à $250 à la main, et la soirée ne fait que commencer. Mais je vous préviens, ceci n'est pas une histoire d'amour. Ni une série noire d'ailleurs. Vous n'y trouverez ni eau de rose, ni jus de viande. Il n'y aura pas de suspense. On sait tous comment ça se finit. Fin. Les pages imprimées laissent place à la 4e de couverture cartonnée et le livre fermé redevient une brique dans le mur, inerte. Une brique dans le mur ou un pavé dans la mare, en fait, c'est du pareil au même. Des cercles concentriques qui s'élargissent, puis c'est le retour au calme. Ce calme plat qui succède à toute existence, si dissolue soit-elle, et la mienne ne fait pas exception à la règle. Ma vie, dont le parallélépipède rectangle est entre vos mains, elle ne pèse pas bien lourd, elle est au format de poche, mouchoir de poche. Mais rassurez-vous, pas besoin de mouchoir, je n'ai pas l'intention de faire pleurer dans les chaumières. Votre pitié, je me torche avec. Je ne vous suis pas sympathique, vous ne pouvez déjà pas me saquer, mais c'est uniquement parce que les caractères d'imprimerie n'ont ni mon charme légendaire, ni mon torse musclé. Ce soir, donc, je vais faire voler mon dragon et mon brushing dans un club des beaux quartiers, privatisé à l'occasion de la soirée de lancement d'une nouvelle ligne de produits de beauté de luxe. Les Américains ont ceci de commun avec Samson et avec les Japonais, qu'ils prêtent une grande importance à leur bien-être capillaire et dépensent de fortes sommes en shampoing, après-shampoing et masques. 2% des coiffeurs américains ont déjà été poursuivis en justice pour avoir raté une coupe. Les jours peuvent d'ailleurs être classés en 2 catégories, Good Hair Day et Bad Hair Day, qualité dont tout le reste découle, les jours avec et les jours sans. Ironiquement, la première chose que je remarque en serrant la main du patron de la marque à l'honneur, c'est l'implantation linéaire de ces misérables cheveux, semblable à un petit potager bien soigné. Des implants de toute évidence. Le pauvre, il n'a pas l'air très gai, et il n'aurait jamais pu faire de hard rock. Si tu n'as pas une crinière qui envoie du pâté, c'est mort. Il n'aurait pas pu être écrivain non plus d'ailleurs, parce que eux, niveau brushing en général, c'est du lourd. Donc je ne sais pas quel exutoire il peut bien trouver à l'air mélancolique qu'il se traîne, et dire que ce type vend des après-shampoings. Et du maquillage. Les femmes n'y sont pas allées de main morte. Je remarque notamment une jeune fille qui porte un rouge à lèvres plus vermillon que les idées politiques de Karl Marx. Elle tient un petit chien qui montre ses dents, les lèvres retroussées comme une bonne femme liftée avec des pinces croco. On voit les gencives mauves et brillantes et fragiles comme des pustules.
Un type s'approche d'elle et lui demande en anglais si elle est mannequin. Non, non. Mais vous devriez, vous avez le physique. Merci, c'est gentil. Non, je ne suis pas gentil, je suis professionnel. Venez au Brésil, je pourrais lancer votre carrière en Amérique du Sud. Bonjour Alizé Meurice. Bonjour. Et bonjour Sandrine. Bonjour Augustin. Alizé Meurice, vous venez de nous lire les premières pages de Never Days, votre 3e roman qui paraît dans quelques jours à la rentrée prochaine aux éditions Alia. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est celle du début du roman en fait. Trouver la première page d'un roman, trouver l'amorce. Est-ce que c'est difficile pour vous ? Je pense que déjà, un roman, ça se commence sans qu'on ait vraiment d'idée, même du projet en général, parce que j'ai l'impression d'être toujours plus ou moins en écriture. Enfin, un projet, ça se mûrit et au bout d'un moment, il y a l'idée, il y a l'étincelle. Et à ce moment-là, je pense que j'ai effectivement commencé par ce premier chapitre, parce que parfois ça arrive que je commence un livre pas forcément par les premières lignes. Mais c'est vrai que pour celui-là, j'ai eu besoin de trouver... En fait, ce premier chapitre, c'était de trouver la voix, trouver cet homme, son personnage, sa voix, et de réussir à... Quand j'ai trouvé cette note, le chapitre est venu tout seul d'un coup, quoi. Et je me suis dit, c'est bon. Oui, c'est la question du point de vue, au fond. Qui va raconter l'histoire ? C'est une l'histoire qui s'amorce. Oui. Bon, et vous avez choisi, en l'occurrence, de prêter la première personne du singulier à un homme. En fait, je me rends compte que déjà, tous mes romans, jusqu'à présent, sont écrits à la première personne du singulier. Pour le premier, je pense qu'il y avait une histoire de plusieurs voix, comme si chaque voix était une station radio différente et on pouvait, on tournait le bouton et on avait différentes fréquences. Ensuite, dans le deuxième, il y avait plusieurs voix, mais on restait quand même avec un personnage féminin qui était le personnage principal. Et là, cette fois-ci, j'avais envie de vraiment tout raconter d'un seul point de vue, et un point de vue masculin, même si un seul point de vue reste qu'il change d'apparence et de personnalité. Donc finalement, il y a quand même une sorte de multiplicité qui habite ce corps. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est le plus fascinant dans ces premières pages de ce roman Never Days d'Alizé Meurice, c'est qu'il se trouve que cette voix, elle devient un livre entre les mains du lecteur. C'est ça que disent les premières pages, en fait, littéralement, le devenir livre de ce personnage. Ouais, je pense qu'en fait... Même moi, dans ma démarche d'écriture, je me rends compte que je me dilue vraiment dans mes livres, je me dissous, il y a une sorte presque de désir de disparition, de devenir livre, et même jusqu'à la fin du roman où finalement on se rend compte que le livre a été écrit par quelqu'un qui n'est pas moi. Et moi, par contre, je me dilue presque dans tous les autres personnages de ce livre. Ouais. Mais vous procédez avec beaucoup d'humour, d'ironie et aussi peut-être un peu de dénégation. On vous a entendu, dès ces premières pages, nous expliquer qu'il ne s'agirait ni d'une histoire d'amour ni d'une série noire, et c'est un peu des deux, non ? Certainement, oui. Je pense que c'est une manière, pas de déjouer les attentes, mais d'annoncer la couleur pour que peut-être, en fait, finalement, on se dise que si c'est pas une histoire d'amour ni une série noire, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une phrase qui me frappe vraiment, parce qu'elle semble renvoyer à un programme d'écriture, à un programme littéraire. Vous écrivez dans ces premières pages au propre comme au figuré. Et c'est vrai que dès ces premières pages, elle joue sans cesse sur la polysémie des mots. Sourire, un bras, des caisses, des coups, de pistons. Je me suis demandé si c'était en fait une sorte de jeu en fait pour vous, sans cesse entre le littéral et le métaphorique. En fait, oui, moi je pense que il y a deux phases en général quand j'écris un livre, c'est que il y a ce côté fulgurance, ce côté un peu, il y a un rythme, il y a quelque chose qui vient ou des phrases qui me tournent dans la tête et il y a quelque chose de très, en fait, presque de la peinture, enfin d'une matière de la langue, d'utiliser comme ça, de peindre avec les doigts, quoi. Donc quelque chose qui est assez organique et je pense que c'est pour ça que jusqu'à présent c'était toujours écrit à la première personne parce que j'ai besoin vraiment de mettre les mains dedans. Et ensuite, après, construire un projet de roman, c'est autre chose. Mais juste pour la matière de l'écriture, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça qui est... Alors, parlons de cette matière. Ce roman s'intitule Never Days. À un moment, je me suis dit, au fond, c'est le premier roman vraiment bilingue que je lis. Et puis après, je me suis dit, non, en réalité, ce n'est même pas ça. C'est un roman écrit en français qui est entièrement écrit en anglais également. Il me semble que c'est le rythme qui est plus qu'anglais, d'ailleurs sans doute américain. C'est très marrant en fait parce que justement le premier chapitre de mon premier roman je l'ai écrit en anglais. Je me suis ensuite auto-traduite et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le rythme de la langue anglaise qui... il y a beaucoup de choses qui me viennent directement en anglais que je peux ensuite parfois retraduire.
ou certaines choses que j'ai envie de laisser telles quelles. Quel est votre rapport à l'anglais ? En fait, c'est une langue qui m'a permis presque de me réinventer, je pense, parce que quand on parle une langue différente, on a une différente personnalité. Je pense que déjà, Et vous êtes vous-même bilingue ? C'est-à-dire vous maîtrisez aussi bien l'anglais à l'écrit, en l'occurrence, que le français ? Ça va. Oui, j'ai traduit un livre d'ailleurs pour ma maison d'édition Alia, The England's Dreaming Tapes. Donc je fais de la traduction de l'anglais au français et j'ai vécu à Londres, donc je parle un peu anglais, ouais. C'est un rapport plus poétique, plus sonore à la langue ? Je pense que déjà, quand c'est pas la langue avec laquelle on a grandi, donc la langue avec laquelle on a un rapport utilitaire direct, on a effectivement, oui, on réapprend en fait. On a une vision plus fraîche peut-être aussi de la langue, des mots. Et puis c'est vrai que l'anglais a quand même quelque chose de très efficace. Et vous laissez des phrases entières en anglais sans les traduire, contrairement à ce que l'on fait généralement dans la littérature, quand on utilise une phrase dans une langue étrangère, on la traduit immédiatement. Vous les laissez en anglais. Vous pariez entièrement sur la sonorité et le rythme. Oui, je pense. Alizée Meurice, vous allez nous lire un autre extrait de votre roman Never Days qui paraît, je le rappelle, chez Alia à la rentrée prochaine. C'est un extrait que vous avez choisi. C'est un quartier résidentiel où l'on fait don de ses vêtements démodés au SAMU social, où l'on mange des salades de pousses d'épinards avec des graines de fenouil et de tournesol, où le vinaigre est balsamique et le sel de Guérande, ou de Bain, et où l'on achète son pain dans des boulangeries onéreuses qui ne proposent pas de baguettes de cantine en carton. Je suis en taxi, en bonne compagnie. Le chauffeur demande aux jeunes filles s'il ne fait pas trop froid sur la banquette arrière. L'une d'elles a gardé sa toque de fourrure. Non, il fait doux, mais j'ai la flemme de me découvrir. C'est bien légitime, les dames ont le droit de garder leur chapeau à l'intérieur. Pas les hommes. Ils me regardent dans le rétroviseur comme pour me faire passer un message, mais je ne porte pas de chapeau. Mon agent est rassuré de me voir refaire surface après 2 jours de silence radio. Mon agent, c'est le genre, Francis, 35 ans, célibataire, se prend pour un intellectuel de haute volée. Alors bien sûr, je parle d'une voix suave, même quand je suis en colère, et que je veux qu'on me lâche la grappe. Qu'on me lâche la grappe des raisins de la colère. Voilà, je fais des mots d'esprit à tout bout de champ. Je porte des couleurs sombres et des cols roulés, même en été. C'est très inconfortable. Mais sous ses apparences délicates, c'est un vrai serpent. On le craint. Il a le bras long et la mandale facile. Il aime les manigances. C'est un peu fantomette. Pour ma part, c'est l'idée de l'injection de ce soir qui me permet de supporter la soirée. Ouah, qu'est-ce que je m'ennuie, ça frôle la mononucléose. Mon corps n'existe pas, ni chair ni os, rien de plus que des coupures de journaux, des commérages tissés aux embrasures de portes, à travers des trous de serrure et le long des lignes téléphoniques. Il restera longtemps dans les mémoires, empaillé comme un vieux chat, étouffé de boules de journaux comme une chaussure. Avoir son étoile sur Hollywood Boulevard, c'est un peu comme l'empereur Shah Khan Jahan, enterré avec une main à l'extérieur de sa tombe pour que ses visiteurs puissent lui serrer la louche. Je commande un plateau de fruits de mer et lèche 2-3 huîtres, pendant que la fille, à ma gauche, aspire des linguinés à l'encre de sèche, en prenant bien soin d'embrasser sa serviette abandonnée entre 2 bouchées. Et ça laisse de sacrées traces de pneus, de petites corolles gris foncé, comme des perles noires qui ressemblent à des empreintes d'anus. Kiss my ass. Petit baiser en cul de poule. Bonjour les dents noires. C'est le genre de truc à ne jamais commander un soir de premier encart. Tu peux te brosser, les dents de préférence, pour qu'on te roule une pelle. Aussi smooth que t'aies pu être, c'est sûr, tu te retrouves tout seul, devant le lavabo, à faire des gargarismes. Un jour, j'ai commandé des pâtes à la Grita, l'araignée de mer, et franchement, quand j'ai vu le truc arriver, on aurait dit des tripes. J'étais persuadée qu'on m'avait refilé le mauvais plat, et c'est très difficile d'apprécier un mets, si délicat soit-il, quand on ne sait pas à quoi on a affaire exactement. Pareil quand on mange un yaourt périmé d'1 semaine. Même si c'est bon, on reste sur nos gardes. On est prêt à tout cracher à tout moment. J'avale encore une huître bien juteuse qui se crispe tendrement quand je la pique, comme une fille que l'on pince sous les côtes. Les mollusques, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à aimer, mais qui gagne à être connu, comme la musique classique ou un sexe de femme. Une perle au bord d'une huître, c'est la goutte de mouillure qui brille au bord du sexe d'une fille vue de dos et penchée en avant. La musique classique aussi demande une initiation. C'est le marqueur social qui fait la différence entre les nouveaux riches et ceux qui viennent de vieilles familles qui privilégient les humanités. Mais en même temps, la musique classique a une incidence sur la vie, le vivant. C'est la seule musique qui influe sur la pousse des plantes comme le soleil. Il n'y a pas plus noble qu'une plante verte. D'ailleurs, une jeune virtuose m'a dit que la seule musique qu'elle ne supporte pas, c'est le métal. Et je me suis dit que le métal, c'est un peu la pulsion de mort par rapport au classique qui serait la pulsion de vie. Alors bien sûr, c'est comme le yin et le yang, il y a un brin de pulsion de mort dans la pulsion de vie et vice-versa. Dans le classique, il y a aussi des marches funèbres, mais musicalement, c'est toujours de la pulsion de vie.
Mon agent me pose une question que je n'entends pas. Je temporise avec l'air de me soulever un peu de mon siège pour décoincer un pan de manteau sur lequel on est assis et prendre un truc dans sa poche. Ça parle mariage. Et moi, est-ce que j'ai l'intention de me fixer comme une huître sur mon rocher ? Alizée Meurice, par quelle lecture êtes-vous entrée en littérature ? À quoi ressemble votre panthéon littéraire ? Alors ça, c'est vraiment la question piège. Il y en a tellement, en fait, que c'est impossible de donner un nom, mais je pense que j'ai commencé à lire, à apprécier lire assez tard, en fait. Parce que j'ai toujours été plutôt une rêveuse, à faire des dessins, à rester dans mon coin, et la lecture, c'est venu vraiment tard. Presque en même temps que l'écriture, enfin... Mais est-ce que ce roman en particulier, alors, entre en résonance avec des auteurs qui comptent pour vous ? Ce roman-là, il est particulier parce que c'est une histoire un peu fantastique. Et donc c'est vrai que on peut se référer à pas mal de choses comme La Métamorphose ou Le Portrait de Dorian Gray ou Jekyll and Hyde, tout ça. Ce qu'il faut dire, et ce qui est à mon avis important pour vous comprendre, c'est que vous êtes quand même une artiste totale. On l'a un petit peu entendu avec votre réflexion sur la plasticité des mots. Vous avez réalisé des pochettes d'albums rock. Le texte que vous venez juste de nous lire parle beaucoup de musique. Je crois que la parution de ce livre va s'accompagner d'une exposition également, ou du moins que vous avez une exposition en cours. Oui. C'est important pour vous que d'entremêler les arts comme vous le faites sans cesse, en fait. Oui, en fait, je pense que ça se fait tout seul, c'est-à-dire que moi je suis tout le temps dans une perspective c'est mon rapport au monde qui est dans une perspective de création, de digestion des choses, et ensuite ça sort soit par le médium le plus approprié, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont des idées qui vont me venir et qui vont sortir par une phrase ou par un dessin ou parfois les deux, et ensuite je pense qu'effectivement il y a une résonance, c'est-à-dire qu'il y a certaines inspirations qui vont s'exprimer à la fois par de la peinture et par un chapitre de roman. Est-ce que vous pensez à votre lecteur ou à votre lectrice quand vous écrivez ? Je vous pose cette question parce que, au fond, et c'est très agréable, il y a des tas de moments où on pourrait avoir le sentiment que vous jouez aussi à nous perdre dans le texte. Vous n'êtes pas de ces auteurs qui attrapent le lecteur par la main et qui l'emmènent gentiment jusqu'au bout. Ah ouais, en fait, je pense que non, j'ai pas du tout. Je pense que quand on est dans la phase d'écriture, si on a un regard extérieur, c'est-à-dire un jugement, en fait, on se ferme. Enfin, on se ferme comme une huître, quoi, comme une moule. C'est impossible, je pense, de vraiment écrire ou peindre ou dessiner avec l'idée de qu'est-ce que les gens vont en penser. Il faut dire déjà que votre précédent roman s'intitulait Roman à clé, qu'il était pour le moins labyrinthique, pour ne pas dire hermétique, et celui-là, c'est quand même un objet assez mystérieux également. Oui, je pense que j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas de théorie, enfin, c'est ouvert, quoi. C'est une sorte de millefeuille, et que ce soit... je pense que déjà, le premier roman, si je devais faire une image, je dirais que c'est une sorte de pelote de laine emmêlée et pleine de nœuds. Ensuite, le deuxième, ce serait plutôt une série de petits tableaux et qui tournent, en fait, parce qu'on peut l'ouvrir à n'importe quel chapitre et tourner et revenir à son point de départ. Et là, par contre, le troisième, je pense qu'il y a une idée qui est de retourner quand même aussi au... Enfin, ça se ferme plus. C'est plus un cercle fermé. Où écrivez-vous, Alizée Meurice ? Dans quelle pièce ? Dedans, dehors ? Ça dépend. J'écris soit dans des carnets, soit maintenant je me suis acheté une vieille machine à écrire, donc il y a quelques petites bribes qui viennent comme ça. Donc ça peut être dehors, ça peut être en marchant, ça peut être souvent... j'ai beaucoup d'idées qui me viennent au moment où je vais me coucher. Et je suis obligée de me relever parce que je sais que si je le fais pas, je vais avoir oublié le lendemain. Et après, par contre, quand il s'agit de vraiment retravailler un livre chez moi, tranquillement, devant mon ordinateur. La machine à écrire, pourquoi ? Parce que c'est une pause aussi que d'écrire ? Non, je pense qu'il y a quelque chose encore de très agréable dans le fait qu'on ne peut pas effacer. On n'est pas distrait par l'ordinateur qui a Internet, tout ça. C'est aussi un objet, je pense. J'adore le papier, moi, donc je peux mettre n'importe quelle sorte de papier dedans. Je peux écrire un petit poème donc sur un papier rose, bleu. Et j'aime beaucoup
juste de regarder le caractère d'imprimerie, les petites fautes de frappe. Dans quel état vous plonge l'écriture ? Ça dépend en fait, mais je pense que en général c'est quelque chose... même si quand on travaille sur un bouquin et qu'on arrive vers la fin, il y a des moments qui sont difficiles, ça c'est sûr, parce qu'on doute et tout ça, mais je pense que globalement c'est plutôt quelque chose que j'aime, quoi. Enfin, c'est comme... Et vous corrigez beaucoup, parce que là, en fait, il faut dire les choses comme elles sont. Sandrine et moi n'avons pas la même version de votre texte. Quand vous avez lu dès les premières pages, on voyait que le texte avait changé. Parce qu'on a sans doute les deuxièmes épreuves et que vous avez les dernières. Mais vous corrigez beaucoup ? Oui, surtout celui-là, en fait. Celui-là, je l'ai plus recorrigé, retravaillé que les autres, ouais. Et vous le dites à haute voix, pour vous-même, ou pas ? Non, pas vraiment en fait. Et là même par exemple, je me suis pas entraînée par exemple à lire les passages parce que c'est difficile pour moi de re-regarder mon texte comme ça, c'est... D'en parler aussi ? D'en parler, ouais, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est une chance et c'est agréable de pouvoir échanger, de pouvoir répondre aux questions aussi des gens en fait, parce que... Ouais. Quelle serait la bande originale, la bande musicale de ce livre, de ce film, évidemment? Eh oui, c'est un acteur. Et une chanson qui s'appelle Volcano de Beck et dont les paroles apparaissent à un moment donné dans le livre. I've been walking on these streets so long, I don't know where they're gonna lead. Élysée Meurice, est-ce que vous pouvez nous relire la première phrase de votre livre? La chance me sourit. C'était Les Bonnes Feuilles d'Élysée Meurice, par Sandrine Trainer, Augustin Trapenard, Clémence Marie, Alain Joubert et Isabelle Ihuel.